Bonjour, nous nous retrouvons pour une petite vidéo de théorie fondamentale en médecine chinoise pour parler d'anthropologie du corps. Bon, non que ce soit absolument indispensable pour entrer immédiatement dans la pratique de la MTC, mais je crois que ça donne du sens. Ça donne du sens à la pratique du thérapeute, ça donne du sens à la pratique de la médecine chinoise à long terme. Et puis, je crois que c'est intéressant pour nous situer par rapport aux praticiens de la médecine scientifique. On ne vit pas dans le même monde, on ne porte pas les mêmes lunettes, si vous voulez, on ne regarde pas la vie à travers les mêmes concepts. Voilà, alors la médecine scientifique, elle voit le corps comme... Elle voit le corps comme une machine. Tout commence dans la médecine scientifique moderne avec les travaux des derniers philosophes de la Renaissance, Bacon en Angleterre, Descartes en France. Et Descartes, vous le savez, c'est l'auteur de cette théorie des animaux machines. Le corps comme machine, comme composé d'éléments juxtaposés ensemble, reliés, mais qui existent partes extra partes, c'est-à-dire extérieurement les uns aux autres. L'unité de la machine n'est que le résultat de cette composition de pièces ou d'éléments mis ensemble et actionnés par des forces. Voilà, donc on est là dans une pensée analytique, hein, la pensée de Descartes, une compréhension analytique du corps autour des notions de parties ou d'éléments. Et on est là dans une physique du corps plutôt qu'une physiologie à proprement parler. Bien sûr, cette conception du corps, elle a été critiquée tout au long de l'histoire moderne. Vous savez que la tradition vitaliste à laquelle Descartes s'opposait, cette tradition des alchimistes qui remonte, si vous voulez, jusqu'à Aristote et cette pensée du vivant qui caractérisait la philosophie d'Aristote, et cette tradition mécaniste et cette tradition vitaliste ont continué de discuter ensemble. Le vivant se réduit-il à une machine? Bien sûr que non. Le XVIIIe siècle, et Kant notamment, ont bien écrit là-dessus. Puis Claude Bernard, au XIXe siècle, est venu inventer la méthode expérimentale pour nous expliquer comment fonctionnait le vivant, parce que le vivant, évidemment, ne se connaît pas adéquatement, ne se connaît pas suffisamment à partir de la dissection du corps mort, à partir de ce qu'en montre justement la mécanique. Donc, c'est tout de même un petit peu plus compliqué, si vous voulez, la biomédecine, c'est un petit peu plus compliqué que le mécanisme, ou la théorie du corps-machine de Descartes. Néanmoins, cette tradition et cette influence, l'influence de cette théorie reste prépondérante dans la conception de la biomédecine, c'est-à-dire de la médecine occidentale. En Chine, l'unité du corps n'est pas pensée comme le résultat d'une composition de ses parties, mais plutôt comme un présupposé. Ce que nous analysons comme des parties, ce n'est qu'un après-coup. Ce qui est donné d'abord, c'est l'unité. Le corps forme une unité intrinsèque. On dit pas simplement, il n'y a pas simplement une unité mécanique entre les éléments qui le composent, mais une unité organique. Et ce qui est original dans la médecine chinoise, c'est que cette unité est ordonnée et hiérarchisée. C'est-à-dire que le corps est pensé comme une hiérarchie d'énergie qu'on peut penser sur le modèle de l'État. Alors, au sommet de cette hiérarchie, il y a l'empereur.
c'est le cœur. Puis le Premier ministre, c'est le poumon. Ensuite, il y a le général, c'est le foie. Il y a l'intendant et le ministre des Finances. L'intendant, c'est la rate qui nourrit, qui pourvoit aux besoins de tout le monde grâce aux finances, c'est-à-dire à l'énergie innée qui lui est transmise par les reins. Donc on a là une conception très originale du corps comme un empire, comme un État, une métaphore politique du corps humain. Ça, c'est assez original et intéressant, et pour le coup, ça a des effets en pratique, on y reviendra. Ce qu'il faudrait peut-être rajouter, c'est que cette unité interne, cette unité intrinsèque du corps humain, elle est aussi à penser dans le cadre d'une unité encore plus large, plus vaste, avec l'univers. Le corps humain est un état, oui, c'est un microcosme, pour le dire autrement, un univers miniature qui est le reflet ou l'image, le miroir du macrocosme. Il y a entre les deux un jeu de miroir, de similitude ou de ressemblance, un jeu de résonance, pour dire les choses comme les Chinois, Ganyen, un jeu de résonance, et c'est la raison pour laquelle on peut parler de médecine holistique. La médecine chinoise est véritablement une médecine holistique, non seulement parce que le corps humain fait un tout en lui-même, un tout beaucoup plus unifié, si vous voulez, qu'une machine, mais il forme un tout aussi avec l'univers, avec le monde extérieur, avec lequel il entre perpétuellement, en permanence, en résonance. Voilà, ce sont des notions essentielles, cette notion de résonance, Ganyin, entre un microcosme et un macrocosme, ça aussi, ça a des effets pratiques très importants, notamment le fait que la médecine chinoise doit être pensée comme la mise en résonance de ce corps avec l'environnement extérieur, ce qu'on pourrait appeler, si vous voulez, le biotope. C'est pas toujours ce que font, justement parce qu'ils n'en comprennent pas suffisamment le sens, les médecins chinois, qui parfois plantent des aiguilles un petit peu comme les mécaniciens donnent des coups de marteau ou des coups de tournevis. C'est pas non plus ce que font tous les pharmacothérapeutes qui font venir en France des plantes, qui font faire à ces plantes 9 ou 10 000 km en avion pour les donner à leurs patients. Vous voyez, parce que les plantes avec lesquelles on soigne ces patients en Chine, et avec lesquelles on les met pour le coup en résonance avec leur biotope, ces plantes ne sont plus des instruments de mise en résonance du patient occidental avec son biotope occidental. Vous voyez, donc il y a là une espèce d'inconséquence ou d'incohérence quand on veut simplement transcrire les pratiques de la médecine chinoise sur un sol étranger. Voilà, c'est une inconséquence à laquelle on pense trop peu. Bon, moi j'y réfléchis, puisque je prescris des plantes chinoises, mais le moins possible. Et les huiles essentielles peuvent, par exemple, remplir cette fonction, et elles peuvent remplir ce rôle d'une manière peut-être plus cohérente, justement, avec les principes même de la médecine chinoise. Voilà. Donc je vous invite à réfléchir à ces notions qui donnent du sens à la médecine chinoise et qui peuvent avoir des effets pratiques beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine, des conséquences pratiques beaucoup plus importantes qu'on ne l'imagine. J'espère que j'ai été clair et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.